Tiens, quel sens donnerais-tu à l'expression « produire un disque » ? Oh, c'est simple. Cela doit vouloir dire faire un disque et le déposer chez les disquaires pour qu'on puisse l'acheter, quoi. Pas si simple. Sais-tu que quand un artiste signe un contrat avec une firme, bien souvent ce contrat ne prévoit que l'enregistrement d'un disque, en échange de quoi l'artiste cède au producteur l'exclusivité d'utiliser comme bon lui semble les morceaux enregistrés durant 10 ou 20 ans. Cela veut dire que le producteur qui ne voudrait pas distribuer un disque dans le commerce serait dans son droit, et le chanteur, pendant de nombreuses années, ne pourra pas enregistrer les chansons qu'il a cédées, même s'il change de firme. Mais j'imagine qu'un contrat, ça peut se négocier. Bien entendu, en théorie du moins, car les producteurs sont de moins en moins nombreux et de plus en plus puissants, et ils proposent la plupart du temps toujours les mêmes contrats à des chanteurs et à des musiciens impatients de vivre de leur talent, qui se pressent au portillon de leur firme. Cela s'appelle en d'autres mots un rapport de force. Mais tout dépend de la façon dont le producteur va utiliser le pouvoir que lui confère ce contrat. Et là, il arrive que la réalité dépasse la fiction. Par exemple, souvent lorsqu'un chanteur fait un hit, son producteur sort rapidement une compilation, c'est-à-dire un disque reprenant les meilleurs morceaux de l'artiste, pour le vendre dans la foulée de son succès. Bien souvent, des auteurs-compositeurs-interprètes renient ces compilations, réalisées sans leur accord, parce que la sélection des morceaux ne correspond pas à leurs souhaits. Un producteur peut aussi utiliser, comme bon lui semble, le nom de l'artiste et toutes les photographies le concernant à des fins publicitaires. Il peut même aller jusqu'à lui imposer son look. Un producteur peut également geler un chanteur. Cela veut dire, dans le jargon du métier, ne pas diffuser ou diffuser confidentiellement les disques d'un artiste qu'on a produit. En effet, c'est plus rentable d'avoir une seule star pour un public précis. Il ne faudrait surtout pas que des producteurs concurrents puissent lancer sur le marché une star analogue. Dès lors, certains signent des contrats d'exclusivité avec des chanteurs dont le style est proche de celui de leur artiste pour les réduire au silence. Enfin, un producteur a ressorti pour les fêtes de fin d'année, sous forme de livres-disques pour enfants, d'anciennes chansons pour adultes, écrites et interprétées par une chanteuse, sans son accord. Ces disques se sont vendus pendant 4 ans, le temps qu'a duré le procès que la chanteuse intenta à son producteur. Tout de même, les producteurs n'enregistrent pas des disques pour le plaisir de les laisser traîner dans leur tiroir. La plupart du temps, ils décident de les commercialiser. Comment les consommateurs pourront-ils se les procurer ? Certainement pas partout. Bien entendu. Il faut d'abord parler des rayons de disques des grandes surfaces, car c'est le seul secteur de la distribution du disque qui soit également en développement. Là, les règles du jeu sont simples. Aucun souci culturel, rien que des arguments commerciaux. Vendre vite et le plus possible. Aussi, on n'y retrouve que les hits, quelques enregistrements pseudo-classiques, quelques compilations. Et j'imagine que les points de vente où le client peut demander des conseils aux vendeurs sont de moins en moins nombreux. Oh là, tout ne va pas pour le mieux. La tendance chez les disquaires, c'est soit de devenir hyper spécialisé, soit de prendre de moins en moins de risques et de suivre davantage les hit-parades. Et certains services comme l'écoute de disques tendent à disparaître. Voilà qui n'encourage guère la curiosité. De plus, n'oublie pas qu'entreposer des disques coûte fort cher à la firme qui est censée les distribuer. Alors elle supprime de son catalogue non seulement les disques qui ne se vendent pas, mais également les disques qui ne se vendent pas autant ni aussi vite que l'exige la rentabilité de la firme. Ces enregistrements sont envoyés à la casse. On refond leur vinyle et on le réutilise pour fabriquer d'autres enregistrements qui, à leur tour, cesseront à la course au succès.
Mais si on veut vraiment acheter un disque, il suffit d'y mettre le prix, d'aller chez un disquaire spécialisé et de l'acheter en import. C'est vrai. Lorsque la filiale d'une société multinationale décide de ne pas distribuer un titre du catalogue de la maison mère, certains disquaires vont se procurer en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs, un lot de cet enregistrement qu'ils revendront à leurs clients à un prix exorbitant, bien entendu. De toute façon, le public achète surtout ce qu'il entend à la radio, ce qu'il connaît déjà. D'ailleurs, les médias audiovisuels, parlons-en. Les années 80, l'ère de la multiplication des radios, des télés, du développement du câble, l'arrivée des satellites de communication. C'est le grand rêve, non? Oh, les moyens de communication se multiplient, mais la plupart d'entre eux diffusent les mêmes programmes. Et bien souvent, ce sont les mauvaises habitudes qui se copient. Certaines radios que l'on dit libres reçoivent de l'argent des firmes de disques pour matraquer un titre, ou même, plus subtilement, pour matraquer le catalogue entier d'une firme, ce qui sera moins facile à discerner par les auditeurs. Une grande radio commerciale a créé sa propre firme de disques. L'une de ses productions fut programmée 219 fois sur cette chaîne. Une autre radio commerciale pratique la coédition. La quoi? La coédition. Il faut savoir que chaque fois qu'une œuvre musicale est diffusée en public, ceux qui la diffusent doivent payer les droits d'auteur. Par exemple, l'organisateur d'un concert, d'un bal, d'une soirée ou d'une kermesse, les magasins ou les métros qui diffusent de la musique, les radios et les télés également. Donc, lorsqu'une radio ou une télé coédite un morceau, elle passe un contrat avec la firme qui lui permet de retoucher jusqu'à 50% de tous les droits d'auteur qui seront versés pour ce morceau. Donc, elle a tout intérêt à le matraquer sur ses antennes. Alors, si la chanson devient un tube, la chaîne qui coédite peut se faire pas mal d'argent. Et certains artistes sont devenus célèbres, non seulement parce qu'ils ont du talent, mais aussi parce qu'une ou plusieurs de leurs chansons sont coéditées. Mais les hit parades, ce sont vraiment des auditeurs et des auditrices qui téléphonent. C'est très rarement le cas. Disons que les présentateurs de ces hit-parades nous le font croire. Mais quand bien même il s'agirait de véritables appels téléphoniques, il faut savoir que ce n'est qu'une petite minorité d'habitués qui participent à ce jeu-là. Ce n'est pas un sondage. En aucun cas le hit-parade des auditeurs n'est représentatif des goûts du public. De plus, la musique, ce n'est pas du sport. Pourquoi faut-il absolument une compétition avec un vainqueur ? Mais les hit-parades réalisées auprès des disquaires, puisqu'ils ressentent ce que les gens achètent, ils jouent davantage ce rôle de sondage. Lorsqu'une radio nous dit que son hit-parade s'inspire des ventes des disquaires, c'est souvent faux. Ces radios téléphonent effectivement aux disquaires qui leur communiquent non pas ce qu'ils ont vendu, mais ce qu'ils ont en stock. Ainsi, ces hits représentent non pas le choix du public, mais bien celui du disquaire. Et comme ce dernier fait rarement ce qui lui plaît, ces hits sont pratiquement le reflet du choix des firmes de disques elles-mêmes et de ce qu'elles souhaitent promotionner. Mais est-ce que c'est la même chose pour les radios et les télés officielles qui sont principalement financées par les pouvoirs publics? En principe, ces médias-là sont plus libres. Encore que, en moyenne, sur les 3 chaînes de la télévision française, par exemple, 2 tiers des chanteurs qui gagnent leur vie en France n'y passent jamais. De plus, ceux qui y passent souvent s'arrangent pour concentrer leurs apparitions aux fêtes de fin d'année, c'est-à-dire la meilleure période pour vendre du disque. Il est clair, d'autre part, que les radios et les télés de service public éprouvent de plus en plus de difficultés financières. Elles concentrent donc leur effort créatif dans des secteurs tels que l'information politique et sociale. Souvent, la musique y sert d'attrape-mouche. Louer des clips, des vidéos à des firmes de disques coûte moins cher que de réaliser soi-même une émission. Ainsi,
les médias deviennent progressivement de plus en plus dépendants de l'industrie de la musique. Justement, un clip. On peut se demander, puisqu'il est réalisé et financé par la firme de disques, si c'est de la publicité ou de l'information. Et la publicité dans les clips eux-mêmes. Sais-tu que ce sponsoring peut financer jusqu'à 20% du prix du clip? Que penser de la pochette intérieure d'un disque sur laquelle les textes des chansons ont été remplacés par des petites publicités? Et que penser de ce clip sponsorisé par une marque de cigarettes, alors que les passages publicitaires pour ce type de produit sont strictement réglementés? En fait, les règles du jeu dans l'audiovisuel et dans le secteur musical sont floues. Et tout ceci n'est rien comparé aux États-Unis, où certains groupes multinationaux qui font notamment du disque possèdent également leur réseau de télévision et même parfois leur propre satellite. Et la presse écrite, c'est mieux? Parfois, mais méfie-toi de pas mal de journaux spécialisés. N'y parle-t-on pas davantage de la vie privée des musiciens que de leur musique? Tant pour les groupes de rock que pour les chanteurs de variété, on mystifie, on mythifie, on invente des coups. Location de voiture, mannequin qui joue à la fiancée, faux succès de foule à New York pour tel ou tel groupe de rock français. Et les concerts? Là, pas de problème, on ne peut pas tricher. Non, bien entendu. Mais le monde du spectacle se transforme progressivement sans que le public s'en rende nécessairement compte. Autrefois, on parlait de succès pour un chanteur lorsqu'il enthousiasmait une salle de 500 à 1000 personnes. Maintenant, il faut plusieurs milliers de spectateurs pour qu'il y ait un événement. C'est logique. Il est plus rentable pour le show business de rassembler un maximum de monde pour un minimum de concerts. Oui, mais si autrefois un chanteur pouvait donner un concert lorsqu'on le lui demandait, aujourd'hui pas mal de concerts sont refusés en dehors du cadre d'une tournée promotionnelle, à l'occasion de la sortie d'un nouveau LP de l'artiste. D'ailleurs, de plus en plus, les affiches des concerts reprennent le graphisme de la pochette du nouveau disque. D'accord, mais c'est tellement mieux de pouvoir écouter son groupe fétiche sur scène. Oui, à condition de ne pas avoir de mauvaises surprises. Par exemple, si au moins on te prévenait par voie d'affiche qu'un artiste est accompagné par des bandes sonores et pas par ses musiciens, ou qu'il fait un spectacle de playback total. Et que dirais-tu si les 50 danseuses du Super Show parisien s'étaient réduites à un tutu et 3 plumes dans ta petite province? À t'entendre, il n'y a pas moyen d'en sortir. On est toujours grugé. On, je, tu, il, elle, nous, le public. Confortablement installé dans l'obscurité d'une salle de spectacle, ou bien affalé la tête entre les baffles, ou le Walkman collé sur le nombril, n'aurions-nous plus qu'un seul refrain à reprendre en chœur? Consomme, consomme. Faut-il s'interroger sur les modifications surprenantes de notre paysage musical, ou sur les difficultés grandissantes des artistes pour se faire entendre? À nous de juger. À nous de jouer.
Je suis interprète, je fais de la musique rock depuis quelques années. Et c'est pas évident. Parce que je crois que l'Europe, c'est-à-dire de l'autre côté de l'eau par rapport aux Anglais, c'est pas vraiment la patrie du rock. C'est difficile de faire du rock quand on n'est pas anglo-saxon, parce que c'est un langage qui n'est pas issu des racines continentales, et qu'en plus, le public en général va privilégier un artiste anglo-saxon par rapport à un artiste européen, à qualité équivalente. Ce qu'un interprète gagne sur le prix d'un disque, c'est à peu près 2 à 3% du prix que le public paye pour ce disque, ce qui ne représente pas grand-chose. En plus, je crois que les gens s'imaginent très très vite que dès qu'un artiste a sorti une rondelle de plastique avec un trou au milieu et son nom dessus, il est riche. Mais en fait, pour devenir riche un tant soit peu, il faut que ce disque se vende. Et je crois que les gens imaginent facilement qu'un disque qui passe par exemple beaucoup à la radio se vend. C'est pas toujours le cas. Donc, la seule manière tangible pour un interprète de gagner sa vie, c'est de donner des concerts. Mais là aussi, il va connaître des problèmes, parce qu'il doit d'abord avoir fait un disque, et qu'ensuite il faut que ce disque se soit vendu un minimum pour qu'un organisateur de concert le fasse venir dans une salle. Parce que bien sûr, cet organisateur veut être sûr qu'il y aura un minimum de public dans cette salle. Un interprète de rock connaîtra encore des difficultés s'il veut se produire, par exemple, en première partie d'un artiste international, où là aussi, les places sont chères. Il est même courant que pour se produire en première partie d'un artiste rock international, on doit payer sa place, c'est-à-dire payer des pots de vin pour pouvoir participer à une tournée. C'est une politique tout à fait courante. Malgré toutes ces difficultés, je crois que le rock reste un véhicule tout à fait intéressant pour un artiste européen parce qu'il permet d'atteindre un public très large et de lui exprimer ses propres idées. Je suis compositeur, pianiste. Je fais des chansons, des musiques pour théâtre, des musiques de cinéma, des musiques rock, des musiques de jazz, à peu près tout sauf du classique. Les auteurs et les compositeurs, on le sait, sont en général bien défendus. Il y a la SABAM, la SACEM, les sociétés d'auteurs aux États-Unis qui sont très puissantes. Ça, on le sait, ces ayants droit-là bénéficient de ce qu'ils ont droit d'une façon assez correcte. Mais il n'en est pas du tout de même pour les interprètes, c'est-à-dire les musiciens qui enregistrent par exemple les disques en studio. Il y a pourtant en Europe une convention qui a été signée à Rome il y a une dizaine d'années qui stipule que les musiciens-interprètes, chanteurs, musiciens, doivent percevoir des droits. Or, il se fait que dans plusieurs pays en Europe, on n'applique pas ces articles-là de la Convention de Rome. On pourrait se demander pourquoi on n'applique pas cette convention actuellement. Il est évident que si on devait payer les droits d'exécutant de tous les disques qui passent, eh bien la plupart de cet argent partirait pour l'étranger, puisque la plupart des disques qu'on passe sont des disques venant de l'étranger. Je suis éditeur et producteur, ou éditeur ou producteur. En réalité, il s'agit d'un seul métier. L'éditeur était avant le vendeur des petits formats, et les petits formats est en réalité la musique imprimée, cette chose qui semble aujourd'hui très anachronique, mais que l'on vendait il n'y a pas tellement longtemps, il y a une cinquantaine d'années, dans les rues, il y avait des chanteurs des rues, et on vendait les formats. Aujourd'hui, cela a été remplacé par le disque. Le rôle d'un éditeur, d'un producteur est multiple, c'est-à-dire qu'il assure la partie dite commerciale qui englobe la création, qui englobe, disons, la finalité de la création, sa mise en valeur, sa mise sur le marché, sa commercialisation, sa promotion. Donc en réalité,
il a d'une part une fonction commerciale, il a une fonction de promotion, de faire connaître, il a la fonction d'essayer d'avoir un rôle, d'influer ou d'avoir son rôle sur le plan créatif dans la mesure où il est un petit peu l'intermédiaire entre le public et le créateur. Ce métier a beaucoup évolué. Dans les années 80, l'on peut se demander quel sera son avenir et en particulier, cela se situe dans un cadre plus général de l'avenir de la création sur un plan européen par rapport à l'ensemble de la création anglo-saxonne. Il est certain que l'invasion actuelle anglo-saxonne, que ce soit au travers des vidéoclips, au travers de la programmation, notamment des nouvelles FM, etc., crée et a créé un problème qui semble aller en s'intensifiant. Je travaille dans une société qui vend des disques en rack jobbing dans les grandes surfaces. La gestion consiste à placer les disques, cassettes et autres articles dans les rayons. Et dans un deuxième temps, ce qui est très important, à reprendre tous les disques invendus. C'est un métier où nous devons être très très prudents parce que lorsque nous achetons des disques que nous n'arrivons pas à vendre, nous ne pouvons pas les retourner aux firmes. Il est très difficile de choisir parmi toutes les nouveautés qui nous sont proposées. Chaque semaine, nous voyons les firmes de disques et nous collaborons avec elles pour choisir quel titre nous allons prendre. La production mensuelle des 45 tours varie entre 100 et 150 unités. Les disquaires en prendront 20%, nous n'en prendrons que 10% parce que dans les grandes surfaces, nous n'avons qu'un emplacement limité qui ne nous permet pas de remplir la même fonction que celle du disquaire. Notre fonction est de vendre vite, de vendre beaucoup de disques, mais pas de fournir à la clientèle tous les artistes qui existent sur le marché. Nous n'avons aucun rôle culturel à jouer. Même si nous voulions aider les petits artistes nationaux en plaçant leurs disques dans les grandes surfaces, nous ne pourrions pas le faire parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas maîtres de la surface qui nous est attribuée et que nous devons rentabiliser chaque mètre linéaire qui nous est accordé. Si au niveau national et même mondial, on constate une régression de la vente des disques depuis plusieurs années, pour notre part, nous n'avons pas à nous plaindre de la vente des disques dans les grandes surfaces. Je suis disquaire de profession. Quand on entend le mot disquaire, on peut se demander, quand on fait partie du public, comment se fait-il qu'on ne trouve pas tous les disques chez un disquaire, même chez un grand disquaire? Alors il faut savoir la façon dont on travaille. Pour qu'un disquaire ait un disque en magasin, il doit le commander à une firme. Et pour le commander, il passe par un représentant. Il faut dire que le métier de représentant, c'est vraiment un métier en perdition. Et on sait très bien que dans quelques mois ou plus tard dans quelques années, les commandes se feront électroniquement, ce qui arrive d'ailleurs de plus en plus. Donc le disquaire reçoit un téléx avec les nouveautés de la semaine, il n'a pas l'occasion de les écouter forcément, et il choisit, il commande d'après le téléx. Donc lorsqu'un disquaire décide d'acheter une certaine quantité de disques, il y a deux possibilités. Ou bien il prend le risque pour lui, donc s'il n'a pas vendu le disque, il reste avec les exemplaires qu'il n'a pas vendus. Soit il peut retourner les disques invendus à la firme. Donc c'est clair qu'il prendra plus facilement des grosses quantités d'un disque qu'il peut retourner plutôt que d'un disque qui risque de lui rester sur les bras. Une autre raison pour laquelle on trouve de moins en moins de disques différents chez les disquaires, c'est que jusqu'ici, les firmes de disques avaient des dépôts dans chaque région. Or, actuellement, il y a des regroupements qui se font et il n'y a plus qu'un seul dépôt pour plusieurs pays. Mais s'il y a des regroupements, ça veut dire aussi que des disques qui ne se vendent que dans une seule région, les firmes de disques ne les gardent plus en stock. Et dès qu'un premier pressage est, par exemple, vendu, il n'y a plus de second pressage qui se fait et les disques ne sont plus disponibles. Et je crois que c'est une évolution qui n'est pas près de se renverser. Je suis attachée de presse.
c'est-à-dire que je suis intermédiaire entre la firme de disques, à savoir à travers elle les différents artistes qui enregistrent pour nous, et les différents médias, la presse écrite, la radio, la télévision. Je veille donc à ce qu'un artiste passe un maximum de fois en télévision, qu'on l'entende un maximum de fois en radio, et si possible qu'on lise pas mal d'articles, pas mal de critiques, pas mal d'interviews à son sujet. En fait, mon métier repose essentiellement sur les relations que j'ai avec les différents médias. C'est un métier de relations. Je pense que néanmoins, il est possible d'exercer le métier d'une façon saine, d'une façon correcte. Ce qui n'exclut pas, bien entendu, que j'essayerai toujours d'influencer les médias. Il ne faut pas donner au mot influence une connotation nécessairement péjorative. Je veux dire par là que je donne aux producteurs un maximum d'informations quant à la production du disque, quant à la situation dans les marchés voisins, ou s'il s'agit d'une vidéo, quant à la qualité de la vidéo, etc. Une seconde façon d'influencer un producteur est l'échange. J'entends par là, je lui accorde une exclusivité sur un disque ou sur une vidéo, c'est-à-dire que c'est à lui que je donne en premier lieu le disque ou la vidéo, de façon à ce qu'il la diffuse dans une émission radio ou dans une émission de télévision. Et en échange, ce producteur me promet de diffuser le disque d'un artiste débutant ou de diffuser la vidéo d'un autre artiste que peut-être il n'aurait pas diffusé. Le public entend souvent parler de voyage et s'imagine volontiers que les firmes de disques envoient les journalistes aux quatre coins du monde pour faire des reportages. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Il est vrai que j'envoie ou même j'accompagne bien souvent des journalistes à l'étranger, mais c'est pour une raison bien précise, à savoir je souhaite que les journalistes qui sont partis à l'étranger pour voir un artiste en concert écrivent à la suite un papier. Cela dit, le papier, ils sont tout à fait libres de l'écrire d'une façon positive ou négative. Je m'occupe donc d'une émission de variété et pour la programmation de cette émission, il y a divers canaux d'information, que ce soit la presse écrite, que ce soit les maisons de disques, que ce soit d'autres radios, que ce soit des rapports personnels avec les artistes. Et donc, si on veut parler concrètement du show business, c'est soit les artistes qui viennent nous trouver, soit les maisons de disques qui, entre guillemets, représentent les artistes, qui font des propositions et c'est avec elles le plus souvent qu'on traite. Une des difficultés pour un artiste qui n'est pas connu, justement, c'est de se faire connaître. Autrement dit, il faut qu'il ait un bon attaché de presse ou que lui-même fasse ce métier-là, qu'il ait le courage de prendre son bâton de pèlerin et d'aller trouver les programmateurs. Il faut nous séduire ou nous surprendre ou nous intéresser. Je crois que là, la chance peut intervenir. À talent égal, un artiste qui a l'opportunité, pour telle ou telle raison, de frapper la bonne porte et d'être bien reçu, évidemment, on aura certainement une meilleure diffusion. Et ça arrive régulièrement. Donc moi, je pense qu'il y a dans ce métier une part de chance, de hasard et d'opportunité. J'ai l'impression pour l'avenir de la chanson à travers les médias et les développements technologiques, j'ai l'impression qu'on va vers un double mouvement, c'est-à-dire une espèce de mondialisme culturel et qu'on va entendre les mêmes chansons un peu partout au même moment. Mais d'autre part, j'ai le sentiment aussi qu'on va retrouver dans les régions et au niveau, par exemple, de la communauté francophone, un deuxième souffle parce qu'on va se rendre compte que c'est aussi une richesse culturelle et économique et donc peut-être il y aura un réflexe de ce type-là qui va jouer. Et je crois que sur le plan de l'esthétique des émissions, j'ai aussi l'impression qu'il y a deux grandes tendances. Je suis pour les clips dans certains cas parce que c'est la plus belle illustration qui soit en image d'une chanson, mais d'autre part, s'il y a des émissions en public par exemple, moi je suis pour un retour au chant direct et à ce moment-là, que la caméra soit un témoin privilégié, donc un œil privilégié du téléspectateur. Je suis réalisateur notamment de clips vidéo. Qu'est-ce que c'est ? C'est simple, c'est un homme ou une femme qui met des images sur de la musique, des images qui sont créées par son cerveau seul ou inspirées par les paroles ou par la musique qui lui est donnée. Le clip vidéo
est une espèce de conjonction historique entre la vidéo, le cinéma, la narration. Depuis l'explosion du vidéoclip, il y a un fait qui est tout à fait sûr, c'est que pour l'industrie du disque, il y a un nouveau paramètre suprême, c'est l'image qui soutient, qui accompagne et qui parfois même prend le pas sur la musique. Et la plupart des maisons de disques pensent, et ont pensé, ou pensent encore, je ne sais pas, que le vidéoclip est un moyen nouveau de relancer une industrie, parfois dans certains domaines, tout à fait essoufflée. Une chose du moins est claire, c'est que le musicien, le chanteur, n'est plus simplement, et ne sera certainement plus jamais, un simple musicien, un simple chanteur entre guillemets, mais il doit aussi devenir un homme d'image, parce que nous sommes rentrés dans une ère, c'est pas un secret, où quand on n'a pas l'image, souvent, même si la musique est bonne, on meurt. Je suis animateur d'un café-théâtre depuis 7 ans. Ce café-théâtre est un petit lieu, il peut contenir 50 places. Alors en 7 ans, il y a eu environ 80 soirées par an, ce qui, si je suis un petit peu prétentieux, cela fait près de 30 000 entrées. Et c'est un beau score, on peut déjà le dire. L'ambiance est, à mon sens, plus chaleureuse dans une petite salle que dans une grande, dans la mesure où le contact avec le public pour le chanteur est plus direct, plus présent. Pour promouvoir les spectacles qui sont programmés au café-théâtre, j'établis un programme qui est imprimé et qui est envoyé aux habitués du lieu et également qui est envoyé à la presse, à la radio. Et de cette façon, le public a connaissance de ces spectacles et vient plus ou moins régulièrement. Parmi les chanteurs qui sont programmés, il y a des chanteurs débutants à qui je donne une chance de pouvoir se présenter pour la première ou pour la deuxième fois devant un public. Et il y a également des chanteurs plus connus qui viennent parce qu'ils aiment bien chanter dans un petit lieu où l'ambiance est chaleureuse et sympathique. Animer un café-théâtre a quelque chose de très passionnant parce que cela permet d'une part de rencontrer des artistes, cela permet d'autre part de rencontrer pas mal de gens dans le public. Je crois que les cafés-théâtres ont plus l'avenir devant eux que derrière eux, car les gens ont de plus en plus besoin de se rencontrer et donc de se trouver dans des petits lieux où il y a quelque chose de plus humain, de plus chaleureux, de plus sympathique que dans une grande salle où il y a quelque chose de très impersonnel. Ce qui est très agréable, c'est que lorsqu'un artiste qui a débuté dans un petit lieu devient une vedette, il revient quand même dans ce petit lieu, ne fût-ce que pour montrer sa sympathie. Je suis donc journaliste rock, une race à part. Est-ce qu'on peut être journaliste et s'occuper de rock? Est-ce qu'il faut dire rock critique? That's the question. Déjà, s'instituer critique, à quelque niveau que ce soit, c'est de la prétention. Parce que en quoi est-ce qu'on peut avoir un jugement qui est supérieur à la moyenne des gens? Pourquoi est-ce qu'on s'institue rock critique ou critique? C'est déjà de la prétention. Ou alors, on essaye de justifier la vie qu'on donne et en l'éclairant au niveau de l'information. Ce que j'essaye toujours de faire dans mes articles, c'est de donner un certain nombre de faits de façon à ce que les gens puissent se faire une opinion, et puis je donne la mienne et ils la confrontent. La seule pression que je crois subir, c'est en fait la pression de l'actualité, qui est la pression que subit n'importe quel journaliste, puisque je suis supposé parler des concerts qui ont lieu et des disques qui sortent. En dehors de ça, je n'en subis aucune de la part des firmes de disques, puisque j'ai toujours maintenu une attitude indépendante, c'est-à-dire je suis journaliste indépendant, je ne suis pas attaché à... Je ne suis pas employé ni par un journal, ni par une télévision. Et cette indépendance permet un spectre de liberté tout à fait raisonnable. Ouais, la presse rock crée des mythes, il n'y a pas de doute à ce sujet, mais je crois que ces mythes ont toute raison d'être. Et de toute façon, la presse rock ne joue jamais sur un univers où tout le monde serait beau, tout le monde serait gentil, tout le monde serait riche et en bonne santé.
La presse rock parle des gens tels qu'ils sont, et aucun mythe n'est créé, à mon sens, sans une solide dose d'esprit critique et sans une solide dose de sarcasme. Et c'est ça qui la différencie, à mon sens, de la presse pour teenagers, la presse de grande variété. Dans le temps, je me suis aussi amusé à être organisateur de concerts. C'était une époque où, dans l'immédiat après mouvement punk, new wave, etc., certains groupes ne venaient pas en concert parce qu'aucun des gros organisateurs ne voulait les prendre en charge. Aujourd'hui, la situation économique a complètement changé et l'organisateur de concerts rock, à mon sens, ressemble de plus en plus à un régisseur qui n'est plus finalement que l'intermédiaire entre les agences et un public local. Chaque artiste anglo-saxon qui décide de partir en tournée exige une infrastructure, exige un spectacle, exige une mise en scène, exige des moyens techniques absolument monstrueux, et c'est un événement. Parce que ces gens ne viennent pas tous les ans chez nous. Quand on paye le prix qu'on paye aujourd'hui pour assister à un spectacle, on se prépare psychologiquement de toute façon à passer une bonne soirée. On se prépare psychologiquement à être émerveillé par un light show, et on est tout à fait prêt à taper dans les mains quand l'artiste le demandera. Finalement, qui est-ce qui est dupe? Le public sait très bien quelles sont les ficelles démagogiques et les ficelles spectaculaires qui sont employées, mais il a payé son ticket pour être émerveillé, pour être charmé, pour être manipulé, mais aussi pour prendre son pied.